Bonsoir et merci de nous rejoindre cette info, le rendez-vous des points saillants de l'actualité de la semaine. Aux commandes, Abdoulaye Baro avec notre consultant du dimanche, Siaka Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. On parlera aujourd'hui de sécurité avec le sommet du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad, mais aussi de réconciliation nationale. Et puis la réaction cette semaine du gouvernement sur le rapport du Sifweb sur les salaires des membres du gouvernement. Le 7 Info, c'est parti. Polémique autour des salaires des membres du gouvernement après la publication du rapport de Sifweb, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. La réaction du ministre porte-parole de l'exécutif Ousseini Tamboura, c'était cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Les faits sont qu'il y a un régime de droit commun, de la rémunération des ministres, porté par le décret de 2008. Les faits sont aussi que des dispositions contractuelles dont on peut comprendre, dont on peut certainement présumer qu'il s'agit aussi de faire en sorte qu'un certain nombre de principes généraux de droit qui consistent à considérer aussi les antécédents salariaux de revenus des personnes qui sont appelées donc au gouvernement, de prendre en charge cette question. La problématique se pose depuis lors, mais pose une problématique de jurisprudence générale. Et je me souviens aussi qu'en juin 2018, lorsque le gouvernement s'était lancé dans une dynamique de réflexion globale sur la rémunération des fonctionnaires, en tout cas des options de réforme avaient été données, et je ne pense pas qu'il faille isoler la question de la rémunération des ministres de cette réflexion globale. Pourquoi pas, on prend acte de ce rapport qui est une contribution citoyenne à la bonne gestion des deniers publics. Elle propose des voies de solution. Le gouvernement certainement avisera et certainement se mettra dans une dynamique enclenchée depuis 2018 de faire en sorte qu'il y ait une sorte aussi d'équité dans la rémunération des uns et des autres. Je ne parle pas d'égalité. Voilà. Siaka Koulibaly, on voit là que le gouvernement est d'accord avec ce rapport. Le gouvernement est d'accord que justement il y a irrégularité justement dans la rémunération des membres du gouvernement. Mais on ne dit pas clairement qu'on va revoir ce décret. Si j'ai bien compris le porte-parole, la dynamique de réflexion qui est enclenchée depuis 2018 va se poursuivre, précisément autour du décret qui porte sur la rémunération des ministres. Donc ça veut dire qu'ils vont retoucher. On a parlé de cette remise à plat qui n'est jamais venue. Finalement, là, est-ce que sur cette question précise, on ne peut pas trancher dans les semaines qui suivent? Est-ce qu'il faut attendre justement, parce qu'on ne sait pas à quand cela sera mis en œuvre? Oui, je pense qu'il est difficile pour le gouvernement de trancher dans le vif, parce que déjà, il y a manifestement violation du décret. Ça, c'est établi, parce que les règles fixées par le décret n'ont pas été respectées dans les cas indiqués par le Sifweb. Donc, c'est un fait établi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'on fait d'abord de cette situation? Il faut corriger. Il y a cette réponse qui doit être apportée. Et ensuite, comment faire en sorte que la rémunération des ministres, des membres du gouvernement, soit conforme aux différents éléments objectifs qui tiennent compte de leur rémunération de départ avant d'arriver au gouvernement, qui tiennent compte aussi d'un certain nombre de relations entre les ministres et d'autres catégories d'agents publics. Donc il y a toute une réflexion qui doit se faire. Je pense que le décret, à mon avis, n'était pas assez complet et qu'il y a des aspects objectifs qui n'ont pas été pris en compte, si bien qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une violation du texte qui encadre la rémunération et que, manifestement, le gouvernement n'est pas en bonne posture. Il promet seulement ici de continuer la réflexion à partir des éléments de 2018 et puis donner... Est-ce qu'il ne faut pas donner un signal fort tout de suite, justement, en procédant justement à la régularisation de cette situation? Mais ça, c'est peut-être... C'est si compliqué que ça? La dimension politique, assez compliquée. Parce que comme il y a déjà une violation du texte lui-même, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rappeler tout ce qui a été déjà servi en trop? Ou bien il faut, à partir d'aujourd'hui, respecter scrupuleusement le texte et faire en sorte que dans le futur... Commencez par respecter désormais le texte, mais après, il faudra rembourser. C'est une irrégularité constatée. Je pense que le gouvernement ne va pas commettre d'autres irrégularités à partir de cette situation-là, mais il va plutôt penser
aller dans le sens de la révision du décret. Ça, je suis presque convaincu de ça. De sorte qu'on tienne compte à la fois de ceux qui viennent avec des positions élevées, tenir compte aussi du coût de la vie qui a été, enfin certainement qui s'est majoré, et puis donc faire en sorte qu'il y ait des coïncidences entre le niveau ministériel et certains agents de haute catégorie pour qu'il n'y ait pas de distorsion. C'est cela l'autre facette du débat. Être appelé dans un gouvernement, c'est l'appel de la nation. Tout à fait. Pourquoi faut-il forcément mettre en avant l'aspect rémunération? La rémunération, je pense que c'est lié au fait que tout travail mérite salaire, comme le principe est admis. Moi, je pense que ce n'est pas tellement le fait que la rémunération soit élevée qui pose problème, mais plutôt l'objectivité de cette rémunération-là. Est-ce que c'est objectif? C'est vrai que s'il y a un décret et que le décret n'est pas respecté, à partir de là, il est très difficile de défendre le gouvernement passé. C'est déjà un fait, c'est déjà établi. Comment est-ce qu'il va se corriger? Est-ce qu'il faut faire revenir le trop perçu? Je pense qu'il y a aussi, ici, il faut tenir compte de l'opinion, qu'il y a une certaine perception, effectivement, des travaux de l'agent public, qui veut peut-être penser que le niveau ministre, c'est plutôt un niveau de contribution de certaines personnes qui ont été considérées comme pouvant apporter cette contribution-là, et qu'il ne faudrait pas insister sur les avantages. Au sein de l'opinion, voilà, on estime qu'être appelé déjà dans un gouvernement, c'est un CV qu'on enrichit, c'est du relationnel, mais sans oublier que c'est aux avantages. Est-ce qu'il faut forcément mettre en avant l'aspect pécunier? Mais en même temps, moi je voudrais qu'à partir de cette situation qui est survenue à l'issue de la publication du rapport du CIFOEB, tout ce débat qui a lieu depuis déjà, je veux dire, après l'insurrection, qui porte effectivement sur les avantages des dirigeants, soit remise effectivement dans le débat, et qu'au-delà des ministres, tous ceux qui sont appelés à des niveaux institutionnels élevés soient concernés par cette réflexion-là. Et à commencer par les députés eux-mêmes. Et on peut penser à leur contribution réelle, ou bien au niveau des rémunérations qu'ils avaient avant d'arriver. Et si vous trouvez des agents, des députés qui sont enseignants d'un certain niveau et qui se retrouvent au niveau député, et du coup, ils ont un niveau de rémunération qui se multiplie par un nombre élevé. Et est-ce que c'est pertinent? Au vu, aujourd'hui, de cette contribution que l'Assemblée nationale fait, où tous les projets de loi, toutes les lois, disons, qui sont adoptées annuellement, 99% parfois proviennent du gouvernement. Et qu'on n'a pas de propositions de loi qui viennent des députés ou des groupes parlementaires. Donc, à ce moment, le travail des députés consiste à un travail de commission qui souvent ne renverse pas toujours la dynamique de la loi qui est engagée par le gouvernement. Et au final, il s'agit simplement de voter. On peut aussi évoquer la question de l'absentéisme des députés à l'hémicycle lors de l'adoption des lois ou des travaux en plénière, qui souvent posent problème également. Donc toute cette réflexion, à mon avis, au lieu de penser seulement à la remise à plat, qui jusqu'à présent a posé problème, ne s'est pas encore réalisée, il faut plutôt penser à l'objectivité des rémunérations des dirigeants et faire en sorte que ces rémunérations ne soient pas considérées comme l'objectif de ceux qui viennent à ces niveaux-là. Autrement dit, on ouvre des champs de compétition entre les gens uniquement à cause de la rémunération. Parce que ce soit la rémunération qui amène les gens au gouvernement. Et pas seulement pour leurs compétences. Donc ça aussi, c'est une dimension de la réflexion qui est faite. Parce que les gens vous diront, appelez quelqu'un qui est dans une institution internationale et qui touche un certain niveau de salaire et qui vient négocier justement un salaire et qui veut maintenir ce niveau de salaire. Pour un pays pauvre, déjà que le gouvernement a comme chanson l'augmentation de la masse salariale qui serait hors norme. Bon, est-ce qu'on ne peut pas trouver l'expertise sur place? Est-ce qu'il faut toujours aller chercher l'oiseau rare quelque part qui va nous coûter cher et qui va contribuer justement à augmenter la masse salariale? Mais cette dimension n'est pas la seule qui est prise en compte. Ce n'est pas seulement la technicité qui est considérée quand on choisit les ministres.
il y a aussi l'aspect politique, il y a l'aspect management du ministère. Donc, il y a plusieurs critères qui sont évoqués. Ce n'est pas la ressource qui manque en tout cas. Moi, je pense que ce n'est pas tant le salaire des ministres qui pose problème, que l'exemplarité qui va avec, peut-être la gestion des deniers publics d'une manière générale, au niveau des dépenses publiques qui sont engagées par les ministres. Le problème, c'est que c'est le même gouvernement qui crie à longueur de journée que les différents accords avec les organisations syndicales a engendré grève le budget de l'État, mais en même temps, c'est ce même gouvernement qui maintient ses avantages à ce niveau, en violant même justement les textes. Et ça pose problème. Voilà tout trouvé le thème donc, la prochaine rencontre au gouvernement-syndicat. Ce serait peut-être d'ouvrir le débat sur cet aspect des choses-là et sortir donc de la rencontre avec des propositions concrètes qui tendent à aller dans le sens de l'exemplarité, faire en sorte que les ministres donnent l'exemple de leur bonne foi, de leur contribution patriotique, plutôt que de faire de la position-là une position dont l'aspect visible, c'est les avantages qui vont avec. En ce moment, on perd beaucoup de crédibilité parce qu'on ne regardera peut-être pas la technicité des uns et des autres, mais plutôt les récompenses politiques qu'on va accorder aux uns, sans tenir compte de leur rendement en tant qu'animateur du département. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus? Quels défis ils ont relevés? Etc., etc. Donc il faudrait réfléchir avec tous ces éléments. En tout cas, c'est un débat qui est ouvert, qui est posé et qui devrait nous permettre justement, dans le cadre de l'assainissement de la gestion des finances publiques, de trouver quelque chose qui puisse permettre au pays de disposer de la ressource justement pour faire de l'investissement. On n'oublie pas aussi que le débat aussi s'élargit aux 6 mois après gouvernement. Ça aussi, c'est un débat qui revient régulièrement. On attendra de voir si le gouvernement va se décider justement. Quand on pense aux arguments développés par le gouvernement pour passer en force sur la question de l'IVTS, la perception donc de l'impôt sur les traitements, enfin, les indemnités et les indemnités, c'était la question de l'équité qui était le principal argument développé. Voilà. Et voilà donc le critère qui devrait être utilisé pour voir est-ce que les salaires des ministres répondent à ces principes d'équité. Cette question d'équité, voilà. La question elle est posée. Une semaine d'actualité, c'est aussi la prestation de serment des agents judiciaires de l'État. De quoi susciter des espoirs. C'est lui, le commandant à bord de l'agence judiciaire de l'État. Avec les 40 membres de son équipage appelés agents judiciaires adjoints de l'État, ils ont tous désormais la lourde tâche de soigner les intérêts de l'État et de ses démembrements. Devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou et un parterre d'invités témoins, l'agent judiciaire de l'État et 38 de ses adjoints jurent de remplir leur mission conformément à la loi. Monsieur Yanou Kafa, je le jure. Monsieur Bado Désiré Assorega, je le jure. Mais en clair, en quoi consistera la mission de l'agent judiciaire de l'État? Alors, l'agent judiciaire de l'État, c'est la personnalité qui anime donc une agence qui a été créée au niveau du Burkina Faso, qui s'appelle aussi Agence judiciaire de l'État et qui est assistée d'adjoints pour assurer le conseil et la représentation de l'État et de ses démembrements devant les juridictions au niveau national et au niveau international, de travailler à l'indemnisation des victimes des accidents impliquant les véhicules de l'État, mais également d'agir contre les agents publics qui viendraient à faire en sorte que le budget de l'État puisse être gravement touché. Oui, je crois qu'on mesure tous l'immensité de la tâche. Personnellement, pour avoir déjà exercé les fonctions en tant qu'agent judiciaire adjoint du Trésor, on s'était déjà astreint à cela. Donc je crois que pour nous, c'est encore une confiance qui est placée en notre personne. Et on pense pouvoir vraiment remplir avec dignité, probité et toute conscience
cette charge qui nous a été confiée. L'autre mission de l'agent judiciaire de l'État, c'est de contribuer à l'exécution des décisions de justice rendues au profit des particuliers, comme c'est le cas par exemple des militants de l'Alliance Police Nationale, eux qui attendent toujours d'être réintégrés selon la décision de justice rendue en leur faveur contre l'État. Mais sur cette question de non-exécution des décisions de justice par l'État lui-même, il ne faut pas trop vite crier victoire, dira Karfayanou. On ne peut pas parler de ouf de soulagement puisque l'agent judiciaire de l'État est une structure qui hérite en fait d'une structure qui existait et qui faisait le même travail. Et au regard des éléments que nous avons en notre possession, le travail préalable a été fait par rapport à un certain nombre de dossiers. Mais il reste certainement un travail de finition. Et quand nous allons effectivement prendre service, nous allons effectivement peut-être mieux comprendre le dossier. Et s'il y a des actes qui relèvent de notre compétence, nous allons les poser et nous allons approcher les autorités compétentes pour qu'effectivement quelque chose soit fait dans ce sens. Aussi bien pour ces dossiers, mais pour tous les dossiers qui souffrent d'une exécution à ce stade-là. Tous nommés en Conseil des ministres du 23 décembre 2020, la prestation de serment ce 17 février de l'agent judiciaire de l'État et de ses adjoints consacre le démarrage des activités de l'agence judiciaire de l'État. Une agence qui vient remplacer l'agence judiciaire du Trésor qui semblait avoir des limites. L'agence judiciaire Trésor donc est remplacé par l'agence judiciaire de l'État. Ça veut dire que c'est une nouvelle dynamique qui s'installe dans ce sens. Certainement en quête de plus d'efficacité, mais là, le juge Karfayanou, l'agent judiciaire de l'État, ne semble pas très optimiste sur la question de l'application des décisions de justice non exécutées par l'État lui-même. Oui. Je pense que le fait de passer de l'agent judiciaire du Trésor à l'agent judiciaire de l'État, c'est une bonne chose parce qu'on renforce le dispositif de rationalisation des dépenses publiques. Donc à ce niveau, il y aura plus de compétences qui seront mises à disposition pour que le circuit de la dépense et le circuit de tout ce qui concerne les deniers publics soit un peu plus rigoureusement suivi. La grande question qui se pose ici, pour cette institution, c'est de se demander quel apport supplémentaire il va apporter au dispositif déjà existant, notamment la Cour des comptes et la SCE-LCE. Quelle sera la jonction entre l'agence judiciaire de l'État et ces deux institutions, puisqu'on sait que ces institutions existent, mais bon an, mal an, elles réussissent peu à faire recouvrer les pertes que subit l'État du fait donc, de la gestion par certains agents publics. Donc, au final, si cela n'est pas encore inclus dans le texte qui crée l'agence judiciaire de l'État, il faudrait voir est-ce que cet agent-là a une compétence juridictionnelle, c'est-à-dire engager des poursuites contre des agents indélicats qui s'ajouteraient donc au pouvoir de la Cour des comptes et de la SCE-LCE. Défendre parce que c'est les deux aspects qui manquent. Son objectif, c'est aussi cela, défendre l'État sur ces questions, mais aussi veiller à l'application des décisions de justice impliquant l'État. Oui. Est-ce qu'ils initient eux-mêmes une action? C'est ça qui est important. Sinon, ils peuvent juste avoir devant eux des dossiers qui leur sont transmis et en ce moment, ils se mettent en branle pour rendre au mieux la prestation que l'État doit faire dans le dossier. Ça, c'est comme à ce moment un prolongement administratif, simplement des services qui existent déjà. Mais si eux-mêmes, en tant que responsabilisés pour la bonne gestion des deniers publics, on aurait pu leur donner un pouvoir d'initiative permettant on va se renseigner davantage sur la largesse des missions justement de l'agence judiciaire de l'État. Quand on écoute l'agence judiciaire, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et qu'il faudrait peut-être revoir ça dans les meilleurs délais. On verra bien. Mais sur cette question précise justement, ça semble une question gênante finalement, la question de la réintégration des agents de l'Alliance Police Nationale. Mais quand on l'écoute, je pense que c'est déjà sur la table de l'agent judiciaire et que ça va être fait. C'est vrai que le préjudice est très important. Mais derrière ces agents licenciés, ce sont des familles. Oui, et donc, ce sont des agents qui veulent rapidement reprendre le travail pour s'occuper de leurs familles. Il y a plusieurs questions qui se posent dans ces dossiers. Il y a la réintégration des agents, parce que la justice a considéré qu'ils n'ont pas été fautifs. Il y a la restitution de ceux qui n'ont pas pu avoir comme rémunération pendant le temps. Mais il y a aussi les préjudices subis du fait donc de la suspension de leur traitement.
Donc, est-ce qu'au-delà du salaire qui va leur être reversé, on va leur payer le préjudice subi? Tout ça, ce sont des grandes questions qui justifieraient que, au-delà donc de la simple restitution, comme les agents ont besoin tout juste de reprendre le travail, autrement dit, dans un souci de justice, ils auraient même dû se porter devant le juge judiciaire et exiger des rémunérations aux civils qui s'ajouteraient au salaire qu'ils ne l'ont pas reçu pendant ces mois. Certainement et que ce ça serait doit très être juste. prévu, certainement. Maintenant, ils attendent toujours, en tout cas, on espère que très rapidement, cette question, parce que là aussi, ça donne l'impression, c'est un mauvais signal aussi que l'État renvoie. On parlait tout à l'heure de ce décret qui est violé par rapport à la rémunération des membres du gouvernement, mais là aussi, l'État qui refuse d'exécuter des décisions de justice. C'est un mauvais signal vis-à-vis de l'opinion. On a plusieurs fois signalé, ici même, je crois, que si ces dossiers, l'État aurait dû... Déjà, lorsque la décision de justice est rendue, l'État est couvert par cette décision et n'a plus besoin donc de tirer là-dessus, de sorte qu'on assiste à ces situations-là. Et là, je parlais tout à l'heure du préjudice subi, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de ne pas travailler, ce qui peut jouer sur leur carrière, est-ce qu'ils auront la reconstitution des carrières? Est-ce qu'ils auront les bonifications nécessaires? Et sur quelle base on va leur donner ces bonifications? Etc. etc. Il y a pas mal d'aspects qui fait que l'État aurait dû, dès la sortie des décisions de justice, s'exécuter, de sorte qu'on n'accuse pas, on n'aggrave pas le préjudice qui a été subi et qui peut se présenter sous diverses formes. Quand ils vont revenir, on les replace à quel niveau, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Donc, c'est des grandes questions qui vont rester. Alors que dans le temps de la décision, ça aurait pu passer sans difficulté. Voilà. L'autre actualité en débat depuis des semaines, c'est bien le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Le sujet divise, il y a ceux qui n'y croient pas, c'est le cas du mouvement Balai Citoyen qui parle de farce. Qui veut-on réconcilier avec qui et pourquoi? S'interroge le Balai Citoyen qui estime que la question de la réconciliation nationale est un faux débat. Face aux hommes de médias ce 16 février, l'OSC monte au créneau pour afficher une fois de plus sa position vis-à-vis de cette question. Pour elle, le Burkina Faso n'a pas un problème de réconciliation, mais plutôt de justice. Vous êtes premier magistrat de ce pays et on dit que vous êtes garant de la paix sociale et de la justice et vous ne faites rien. On travaille donc à protéger des bandits au col blanc et aujourd'hui on nous parle de réconciliation nationale. Mais il y a un document de référence dans notre pays. Le rapport produit par le Collège des sages suite au drame de Sapuy. Le rapport est toujours là. Le rapport a pratiquement tout dit. Et nous sommes aujourd'hui en train de tourner autour du pot et on est en train de mobiliser nos meilleures ressources pour une question même qui n'en est même pas une. C'est ça le véritable problème. Selon ces acteurs de la société civile, aucun Burkinabé, soit-il président, ministre ou député, ne doit échapper à sa responsabilité devant la justice. Dans le cas où on dirait qu'il faut pardonner aux gens malgré leurs actes, allons plus loin. Ouvrons la Mako, libérons tous les prisonniers en même temps. Donc je crois qu'il y a une morale et une éthique derrière tout ça. Tout simplement, on se positionne en tant que citoyen défenseur d'une certaine morale qui voudrait que tous les citoyens burkinabés sont justiciables, d'où qu'ils viennent, de quelque raison sociale qu'ils proviennent. Dans tous les cas, ils sont justiciables. L'ONEA a mis en place depuis peu un système de double facturation. Ce système suscite de plus en plus de mécontentement chez les abonnés. Nombreux sont les clients qui auraient vu le coût de leur consommation croître de façon exponentielle ces derniers temps. Une situation que dénonce le Balai Citoyen. Nos factures, nos montants ont quadruplé, voire même quintuplé. On a dû faire une demande spécifique à l'ONEA pour revoir les choses. Et on a relevé les compteurs, ils ont diminué de moitié, mais c'est toujours trop élevé. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. De nombreux camarades en ont été victimes. Et je pense que toute société civile doit pouvoir jouer ce rôle de contestation face à des tentatives d'arnaque du peuple, même si c'est une arnaque qui est, selon eux, technique, une différence technique. Eh bien, si c'est une différence technique, on doit pouvoir la réparer parce que les préjudices sont nombreux, hélas, pour le consommateur burkinabé. Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, les États de la CEDEAO ont décidé de la fermeture des frontières. Aujourd'hui, après l'ouverture des frontières aériennes, le Balai Citoyen demande aussi de rouvrir les frontières terrestres.
Le maintien de cette fermeture des frontières terrestres approfondit la discrimination et les inégalités sociales entre ceux qui peuvent se donner le luxe d'aller et venir par avion et les classes moyennes et pauvres soumises à une interdiction qui les oblige à adopter des comportements à risque en traversant les frontières dans la clandestinité. Cette conférence de presse est la première de l'année 2021 du Balai citoyen. L'OSC entend dans les semaines à venir organiser un forum contre l'impunité pour dénoncer ce qu'elle appelle pourfendeur de la paix durable. Sur cette question de réconciliation nationale, il y a cette réaction du président du mouvement de paix pour le progrès MPP, parti au pouvoir, Simon Compaoré. Il dit exactement: notre point de vue sur la question de la réconciliation nationale est très clair. Le président Kaboré a dit que la réconciliation doit passer par le triptyque vérité, justice, réconciliation. Il y a des gens qui veulent contourner la justice, il y a déjà des procédures en cours, et qui est fou pour dire d'arrêter. Chaka Koulibaly, on le voit clairement au niveau donc du pouvoir, la triptyque reste vérité, justice et réconciliation. Alors on se demande comment, sur quelle base, ou sur quels sont les faits qui permettent justement à certaines organisations comme le Balai citoyen par exemple de penser que on voudrait faire autrement. À partir du moment où le président clairement a affiché sa volonté de passer par cette dynamique vérité, justice et réconciliation. Je pense que le pouvoir visiblement ne dit pas le contraire. Non, mais les OSC sont quand même sceptiques. On se demande bien pourquoi ces OSC et ces acteurs doutent du fait que la réconciliation ne va pas avec la justice et la vérité. Pour l'instant, nulle part on ne peut trouver des indices qui montrent qu'on va faire l'économie de la justice, qu'on va faire l'économie de la vérité. Comme on l'a dit plusieurs fois, la feuille de route de cette réconciliation est en cours d'élaboration. Il faudrait au moins attendre qu'elle soit publiée pour qu'on revienne sur tel ou tel aspect donc, de la conception qu'on veut avoir donc, de la réconciliation. Si d'aventure la feuille de route sortait, la stratégie sortait, et qu'on demande de faire un pardon général, une absolution totale de tout ce qui s'est passé dans le passé, en ce moment, il y aurait une justification à ce que ces acteurs-là puissent monter au créneau. Peut-être une stratégie de pression, de mise en garde, tout simplement. J'allais en venir. Quand j'ai écouté aussi le porte-parole du Balai citoyen sur une chaîne concurrente, il semble dire en ce moment qu'il n'est pas question que le processus se fasse sans eux. D'où, quelque part, une manière donc de se signaler et qu'on ne fasse pas donc les convocations, l'identification des acteurs sans cette organisation qui pense être importante. C'est peut-être une façon de parler pour dire qu'il faut que le processus soit inclusif. Alors, et qu'on les prenne en compte. Et j'ai pensé tout de suite que ça ressemble quelque peu, étrangement, au cas du brassard noir, qui a fait des déclarations effectivement assez dures et qui 2 jours après se retrouvait déjà en audience avec le ministre de la Réconciliation. Et on peut aussi s'attendre que le Balai, dans la semaine à venir, puisse être reçu par le ministre de la Réconciliation. Mais il a été clair aussi, le porte-parole du Balai citoyen, pour dire que l'objectif ce n'est pas de chercher à rencontrer une quelconque autorité politique. Mais comment peut-on être pris en compte si on n'est pas reçu par le ministre? Donc, si leur opinion ils tiennent à leur opinion et qu'ils veulent que cette opinion soit prise en compte dans le processus, la meilleure façon, c'est qu'ils soient à l'intérieur et qu'ils puissent s'exprimer comme toutes les autres composantes qui vont être conviées. Et là, en ce moment, ils diront leur option de la réconciliation. D'autres évoqueront aussi, présenteront, défendront leur option de la réconciliation. On fera la synthèse de toutes les positions qui ont été émises et on trouvera un consensus là-dessus. Donc je ne pense pas qu'il y ait un péril à la demeure à partir de maintenant, puisque rien n'indique que la vérité ne se fera pas, que la justice ne se fera pas et que la réconciliation seule est conçue comme étant un pardon entre les politiciens. Et c'est trouve d'ailleurs que, comme Simon Compaoré l'a dit, la justice suit son cours déjà pour certains dossiers. Pour plusieurs comme le dossier Norbert Zongo, Thomas Sankara, la justice est en cours. Oui, la justice est en cours. Le push a été jugé, les gens sont emprisonnés.
C'est peut-être le dossier de l'insurrection qui n'est pas encore... À ce moment, il faudrait qu'ils le disent. Ils ne l'ont jamais dit, curieusement. Pourquoi ils ne demandent pas est-ce que ces dossiers également soient enrôlés rapidement? Il aurait dû l'être avant que le push ne soit enrôlé, mais lui, il n'est toujours pas enrôlé, on n'en parle pas. Et si on veut que la justice soit totale, il faudrait que toutes les affaires qui polluent le climat politique, l'ambiance de la gouvernance politique nationale soient mises au devant de la justice et que cette justice aussi, là où elle n'a pas encore été active, on lui demande pourquoi est-ce que ces dossiers ne sont pas encore activés. Et en ce moment, si on veut respecter la séparation des pouvoirs, il n'y a pas lieu qu'on incrimine le gouvernement sur la réconciliation, alors que l'acteur qui est chargé de la justice est un acteur indépendant qui ne reçoit pas d'injonction du gouvernement et qu'il peut poursuivre qui il veut. Même si peut-être que de façon autrement, le balai citoyen veut dire que le politique, l'exécutif a encore un pouvoir sur le judiciaire. Implicitement. Et qu'à partir du processus, on pourrait aboutir justement à cette vision que l'OSC ne souhaite pas, c'est-à-dire la justice transitionnelle. Non. La conception qui a été développée pour la réconciliation, c'est qu'on convie les acteurs et qu'ils passent en revue le triptyque qui est donné. Qu'est-ce qu'on fait de la vérité? Qu'est-ce qu'on fait de la justice? Qu'est-ce qu'on fait de la réconciliation? Ce sont les acteurs réunis en forum qui vont décider de tous ces éléments-là. Il n'y a pas lieu de présager que l'un des aspects ne soit pas pris en considération. Mais pour eux, en fait, est-ce qu'on a besoin d'un forum pour ça? Puisque la vérité, la justice, la réconciliation, pour eux, si cela est respecté, naturellement, on va à la réconciliation. Il n'y a pas besoin de forum sur la réconciliation pour que ça se fasse. La preuve, déjà, la justice est en cours. Pourquoi on ne laisse pas la justice naturellement sur son cours et rendre son verdict? La réconciliation n'est pas que la justice. On l'a expliqué plusieurs fois. Il y a des aspects qui portent sur la justice des droits communs, crimes de sang, crimes économiques. Il y a des aspects qui sont politiques. Et les premières expressions de scepticisme sur la réconciliation disaient qu'on ne voudrait pas que la réconciliation soit uniquement pour des arrangements entre les politiciens. Donc il y a cette dimension politique qui porte sur les crimes politiques qui se sont déroulés, qui doit être corrigée. Mais il y a d'autres dimensions, comme on l'a dit déjà, qui portent sur la cohésion sociale. Cette cohésion sociale mise à mal par les conflits intercommunautaires, par les atteintes du terrorisme, par la violence politique qui est basée sur des paramètres socio-culturels, etc., etc. Il y a toute cette réflexion qui doit être menée qui va porter sur l'agencement des collectivités, des comportements individuels les uns avec les autres, etc. Mais cette dimension ne peut pas être résolue uniquement par des décisions de justice. Il faut bien un travail là-dessus, aussi bien avant le forum qu'après le forum, pour corriger toutes les dimensions qui sont identifiées comme faisant partie de cette réconciliation nationale et la cohésion sociale. Le plus important est que le débat se fasse et que chaque acteur ait droit à la parole. Ait droit à la parole, dans un premier temps, mais qu'on puisse se donner des règles, des résolutions, des questions qui vont venir. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas consensus, par exemple, sur un point? Et là, c'est des aspects importants où il faut un forum pour régler ça. C'est pour ça que le forum est indispensable. Sinon, eux, ils expriment leur position, d'autres diront une autre option, et on aura plusieurs options comme ça. Comment on va les mettre ensemble? Comment on va faire la synthèse? Il faut forcément se retrouver à un moment, traiter de ces questions-là, trouver un consensus, ou au moins un traitement, je veux dire, soit par la majorité, soit en rejetant une institution qui va se pencher là-dessus, etc., etc. Mais toujours est-il que je pense qu'il est nécessaire de se retrouver. Et le problème, c'est que visiblement, les positions semblent difficiles à concilier sur un certain nombre de sujets. La sécurité, c'est l'autre actualité de la semaine. Les chefs d'État du G5 Sahel étaient réunis à N'Djamena au Tchad, N'Djamena qui annonce sa présence militaire en force dans le Sahel. C'est incontestablement lui, l'homme de cette 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Le maréchal Idriss Déby Itno, recevant ici le fanion qui fait de lui le président du G5 Sahel pour les 12 prochains mois. La
force conjointe reste le noyau central de notre dispositif sécuritaire. C'est pourquoi j'invite tous les États membres à nous atteler à une autonomisation complète de la force conjointe en la dotant des moyens financiers et logistiques propres. Des moyens financiers et logistiques propres à la force conjointe, et le cadre donne l'exemple. N'Djamena annonce l'envoi prochain d'un contingent de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières. L'autre colonne de la lutte contre le terrorisme n'a pas été oubliée au cours de cette réunion. Les projets de développement pour repousser un peu plus les causes profondes du djihadisme. Dans ce domaine, les partenaires ont renouvelé justement leur engagement à accompagner le Burkina Faso et à accompagner d'une manière globale les pays du Sahel à accélérer donc le développement des infrastructures. Vous avez vu des partenaires tels que la BADEA, qui a d'ailleurs déjà été reçu par son Excellence ce matin en audience, qui est venu réaffirmer donc l'engagement. Nous avions donc retenu des routes, et précisément certaines routes au niveau du nord, Djibo, Baraboulé, frontière du Mali, et la BADEA est revenue assurer donc sa disponibilité à accompagner dans la mise en œuvre de ce genre de projets. Nous avons aussi des projets d'hydraulique. Et quand vous prenez un peu tout ce qui concerne des barrages à construire, des forages à faire et l'accès justement au crédit, à l'inclusion financière. Tous les partenaires occidentaux ont réaffirmé une fois de plus leur engagement aux côtés du G5 Sahel. L'Afrique aussi, notamment l'Union africaine. Le Sénégal, lui, a annoncé 1 milliard de francs CFA, la plus grosse contribution d'un pays africain jusque-là. Cette 7e session de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel a été marquée par une absence notable. Celle du président français Emmanuel Macron pour des raisons sanitaires, la Covid-19. Et voilà, Siaka Koulibaly, absence remarquée donc, celle du président français Emmanuel Macron, qui, juste après justement la clôture de ce sommet, a organisé un point de presse depuis Paris, justement pour parler de cette coopération du G5 Sahel. 2 axes majeurs, il parle d'internationalisation donc du conflit avec l'ouverture de Takuba à d'autres forces internationales, c'est cela, mais aussi de sahélisation, c'est-à-dire un retrait progressif de la force Barkhane pour permettre aux forces armées locales nationales de monter en puissance et de prendre le relais. Mais en même temps, on se rend compte que la France, visiblement, reste très présente dans cette lutte, dans le Sahel. On a l'impression qu'en même temps, on donne l'impression qu'on veut partir, mais on ne veut pas partir. Oui, la France est sujette, notamment au niveau national. L'opinion française et une bonne partie de la classe politique n'arrivent plus à expliquer la présence de la force Barkhane auprès des pays du Sahel, d'autant que depuis son installation, les résultats semblent mitigés. C'est vrai qu'il y a des victoires tactiques qui sont obtenues. Et quand vous lisez le communiqué du sommet, vous retrouvez des éléments qui sont cités, notamment par la force conjointe, à différents niveaux du territoire. Mais sur le plan stratégique, on est comme sur un plateau, c'est-à-dire que la courbe est montée et elle reste toujours au même niveau pour le moment. Elle ne descend pas, elle ne monte pas non plus. Et le terrorisme, finalement, n'est pas encore vaincu. Et quand il parle du bilan, on l'a vu, le président mauritanien, à la clôture, il parle donc d'acquis sur le front, mais on n'a pas l'impression, au niveau des opinions, au niveau des populations, on n'a pas l'impression que, justement, il y a des avancées notables. Si, il y a des avancées qui sont faites. Par exemple, en novembre 2019, il y a eu l'élimination du numéro 2 du GSIM, numéro 2 de Iyad Ali, Al-Maghribi. Il y a eu en juin, le 3 juin 2020, l'élimination de Abdul Malek Droukdel, qui quand même est une personnalité historique importante, le fondateur de AQMI, le dirigeant de AQMI jusque-là. Donc, ce sont des données qui sont importantes. Et dans le rapport également, vous retrouvez des citations donc, de victoires qui sont rapportées par... Mais l'essentiel de cette affaire du terrorisme reste à savoir que est-ce que les 5100 soldats du Barkhane, qui sont l'essentiel
de ceux qui agissent quotidiennement pour traquer, ce qui est plus visible, sinon les armées nationales également font un travail, est-ce que cette force suffit à couvrir les 5 millions de kilomètres carrés qui constituent le Sahel-Sahara? Donc la grande question, elle est là. C'est pour ça qu'on parle d'une part de l'arrivée du Tchad. Pourtant, ce n'est pas une nouveauté, puisque déjà en janvier 2020, à Pau, la question avait déjà été évoquée. Peut-être qu'elle va être plus accélérée maintenant. Mais au fond, la grande solution, elle réside en 2 points. Il y a d'une part la montée en puissance des armées nationales, qui aujourd'hui reste une problématique. Une expérience quand même. Voilà. Qui sont surtout sur leur terrain. Donc, qui gagneraient à être renforcés. Et c'est dans ce sens que Takuba vient apporter un plus et tendrait peut-être à influencer un peu même la force Barkhane, qui aussi s'annonce, mais le président Macron a refusé de le dire ouvertement. Il dit qu'il y aura des réaménagements objectifs, mais elles vont intervenir plus tard. Ça veut dire qu'il ne dit pas sur place que nous allons retirer 2000 soldats et que les 3000 restants vont servir à encadrer logistiquement, techniquement, les soldats des pays de la zone de feu. La réalité, c'est que pour Macron, c'est une pression politique déjà au niveau de l'opinion française. Il y a les opinions africaines, mais il y a aussi l'opinion française aussi, dans un contexte où on va vers la présidentielle. Exactement. Et c'est un peu... Il joue sur plusieurs tableaux. Il est obligé de contenter l'opinion politique en France. Il est obligé de contenter l'opinion africaine sur la question de la présence française, mais il est obligé aussi de tenir compte de ses alliés, les chefs d'État et des pays du Sahel, qui, eux, sont vent debout pour dire qu'il faut que Barkhane reste et que même si on peut augmenter son effectif, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc il y a plusieurs positions qu'il faut concilier. Est-ce que ce n'est pas là justement le souci? Est-ce que courageusement les forces africaines ne devraient pas justement être dans cette dynamique au même titre, sur la même longueur d'onde que les opinions africaines, qui est que Barkhane devrait se retirer progressivement pour permettre justement aux forces nationales de mieux s'exprimer? Effectivement, c'est une option. Je ne sais pas, est-ce que les chefs d'État, pourtant eux, quand ils s'expriment, nos chefs d'État, je veux parler de ceux des pays du Sahel, ils sont tous unanimes pour dire que ce n'est pas le moment de laisser Barkhane se retirer. Peut-être qu'ils ont un point de la capacité de leurs armées à prendre le relais dans l'immédiat, parce qu'il s'agit ici de suppléer une présence effective en termes d'hommes expérimentés, en termes de moyens logistiques pour se déplacer, les hélicoptères, les chars effectivement sur le terrain, mais aussi, surtout, là où les armées nationales pêchent, c'est par l'information, le renseignement. Et il y a cette question également de la collaboration des populations qui n'est pas du tout assurée du fait d'une certaine gestion de la lutte contre le terrorisme qui a vu donc quelques dégâts se faire au sein de l'opinion dans certaines zones. Donc la question est importante. Moi je pense que au regard des enjeux qui se présentaient sur cette situation avant le sommet a été largement en deçà des attentes. Parce qu'il devait d'abord aller très clairement sur est-ce que Barkhane se retire ou est-ce qu'il modifie son mode opératoire en termes donc de soutien aux armées nationales. En ce moment, cela devrait dire que dès leur retour dans leurs pays respectifs, je vais parler des chefs d'État des pays du Sahel, ils remobilisent tout de suite leurs armées avec cette nouvelle donne que ce sera plutôt les armées nationales qui vont être au devant de la lutte, avec seulement un soutien Barkhane qui viendrait. Mais cette option n'ayant pas été clairement prise par le président français, et du coup, on est obligé d'attendre son moment dont il a parlé, qui n'est pas du tout clair. C'est à quel moment il y aura les réaménagements objectifs dont il a parlé, pour que les armées nationales puissent elles-mêmes se préparer à prendre le relais. Avec peut-être l'entrée en force et la présidence du Tchad, on pourrait peut-être s'attendre à un leadership plus affirmé des forces africaines. Moi, je pense que la venue du Tchad n'est pas la panacée, parce que déjà, vous vous rappelez que le Tchad est déjà intervenu en 2017 déjà, et s'est retiré assez rapidement. Ensuite, il y a que le Tchad est assez loin, à mon avis, pour des questions opérationnelles, est assez loin du théâtre d'opération par rapport à ses bases.
Parce que vous savez que ce type d'opération, il faut renouveler le personnel assez rapidement. Au bout de 2-3 mois, il faut changer les soldats. Est-ce que ces changements peuvent s'effectuer à partir depuis le Tchad? C'est assez loin de l'épicentre du terrorisme. Pourquoi les armées qui sont les plus à côté, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ne pourraient pas plutôt jouer ce rôle-là de ligne de front et que se fasse suppléer par le Tchad et Barkhane, et les autres missions militaires qui sont aussi au Mali actuellement. Vous prenez des pays comme le Niger qui sont confrontés à des forces multiples du terrorisme. À l'est, vous avez Boko Haram qui attaque, et au nord, vous avez AQMI qui y est, et à l'ouest, juxta avec le Burkina Faso, l'État islamique. Donc, ce pays est partagé entre plusieurs fronts. Donc, il a besoin d'un soutien logistique, d'un soutien technique, d'un soutien opérationnel. Est-ce que l'arrivée du régiment tchadien suffira à répartir les 1200 soldats sur l'ensemble de ces fronts? Je me demande bien. Donc, il faudra encore une réflexion plus profonde. Malheureusement, le sommet qu'on attendait qui allait avoir des avancées importantes, à mon humble avis, n'a pas atteint les objectifs. En tout cas, on attend de voir, après ce sommet, comment les choses vont se réorganiser sur le terrain. Le Niger qui a subi une attaque ce dimanche en pleine élection, second tour de la présidentielle, justement. C'est ça, ça montre que le travail est loin d'être fini et qu'il faut plus de moyens encore en termes d'hommes, en termes de matériel, pour pouvoir couvrir tous ces larges territoires. Je rappelle que ça fait 5 millions de kilomètres carrés, l'ensemble de la zone qui est couverte par le terrorisme, et c'est très difficile. Si les armées nationales n'arrivent pas à assurer la couverture de ces zones-là, est-ce que des petites forces, je dis petites par rapport à la taille du territoire, peuvent réussir à régler la question? C'est cette question-là qui est importante. Voilà. Des bacheliers de 2020, toujours en quête d'inscription et d'orientation dans les universités publiques, il serait des centaines dans le désespoir. Olivier Ouedraogo a obtenu son baccalauréat session de 2020 en Côte d'Ivoire. Depuis son admission, il a tenté de s'inscrire sur campusfaso.bf, la plateforme d'inscription en ligne des universités publiques. Mais le bachelier n'y est toujours pas parvenu. Ils ont lancé les orientations à la première phase. On s'est inscrit, on n'a pas été retenu, on n'a pas été orienté. Ils ont lancé une seconde phase. À la seconde phase, on s'est inscrit encore. Toujours le même message. On nous envoie un message que non, des irrégularités ont été vues dans votre dossier, donc on a annulé votre dossier. Mais bon, moi, s'ils avaient au moins donné les irrégularités, là, si on veut se réinscrire, on sait où est le problème. Mais ils ne signalent pas, on ne sait pas où est le problème. Pour les étudiants venant de la Côte d'Ivoire, par exemple, seulement le total des notes obtenues au baccalauréat est inscrit sur le relevé, mais pas la moyenne. Ce qui crée la confusion chez de nombreux étudiants. Olivier dit avoir compris cela à la deuxième tentative et a rectifié le tir. Mais il ne comprend pas pourquoi il n'a toujours pas été orienté. Bon, moi, personnellement, j'ai vérifié ça avec mon grand frère, à maintes reprises même avant de mettre. Parce que la première fois, on s'est dit que c'était l'erreur qu'on a commis. Mais après, on a vérifié, on a divisé et puis bon, on a mis la vraie moyenne. Comme Olivier, ils sont nombreux dans cette situation. L'Association pour l'intégration des élèves et étudiants venant de l'extérieur s'est saisie de l'affaire. Elle dit avoir dénombré plus d'une centaine d'étudiants qui n'ont toujours pas réussi à s'inscrire. Il faut dire qu'il y a une centaine de nouveaux bacheliers qui sont confrontés malheureusement à cette situation. Et plein sont ici, beaucoup également sont toujours dans le désespoir et ont refusé peut-être de venir parce que s'ils n'ont pas été orientés, ils ne voyaient pas l'utilité vraiment de venir. Par contre, d'autres également, dans l'espoir qu'on leur donne une seconde chance encore, on fait l'effort de venir malgré que les frontières sont fermées. Ils sont venus par divers moyens dans l'optique vraiment qu'on leur permette d'éviter une année blanche. D'autres étudiants ont vu leur préinscription supprimée par la plateforme, faute d'avoir pu s'acquitter des frais d'inscription. Des frais payables uniquement via les opérateurs de téléphonie mobile nationaux. C'est uniquement les réseaux téléphoniques burkinabés qui servent comme moyen de paiement. À l'extérieur, ce n'est pas possible. Mais il faut dire que milliers sont ces personnes-là qui ne savent pas à qui confier mon argent pour qu'on puisse payer mon inscription. Et il se trouve, le délai est écoulé, on supprime les dossiers. Et les secondes phases qui suivent également, beaucoup ont retenté, malheureusement. Ils se retrouvent encore dans ces difficultés et on est jusque-là, beaucoup ne sont pas orientés. Et ils sont estimés à plus de 500 personnes qui ne sont pas orientées. Et comme je le disais, d'autres sont ici, d'autres sont aussi en Côte d'Ivoire, dans l'espoir vraiment qu'on essaie vraiment de leur donner cette chance-là. Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur,
Une commission a été mise en place pour examiner tous les dossiers. Les étudiants non inscrits ont été retirés de la plateforme pour avoir renseigné de fausses informations, et ce de façon répétitive. Les autres ont persisté dans les erreurs, des erreurs tout à fait factuelles, pour induire la commission en erreur, pour pouvoir peut-être bénéficier d'orientation, peut-être de faire le total de la note pondérée par le total des coefficients au baccalauréat pour donner la moyenne obtenue au bac. Alors, comme tout avait été dit, que si vous fournissez de fausses informations, vous serez sanctionné, eh bien, tout simplement, l'accès à la plateforme a été purement et simplement interdite à ces candidats. Pour ceux éprouvant des difficultés à s'acquitter de leurs frais d'inscription, Bintou Sessouma affirme qu'une session de rattrapage avait été ouverte en janvier. Actuellement, la réflexion serait en cours afin de prendre en compte les paiements à partir d'opérateurs extérieurs. C'est à travers les réseaux locaux qu'on peut payer. C'est vrai, mais vous savez, je vous dis que ça fait 3 ans que la plateforme a été développée. Nous travaillons justement à ce que la plateforme puisse, s'adapter aux plateformes de paiement extérieures. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous savez aussi que c'est une technologie informatique et qu'il faut que nous prenions en compte toutes les questions de sécurité, de sécurisation des données. Donc, il ne faut pas... il y a des dispositions que nous ne pouvons pas prendre aussi rapidement sans étudier. En attendant, plus aucune inscription ne semble possible pour ces étudiants qui ne savent plus à quel sein se vouer. Toutes les universités auraient déjà récupéré les listes définitives de leurs étudiants. Des jeunes qui redonnent au métier de photographe toutes ces lettres de noblesse. Le numérique a sérieusement impacté la pratique. Il y a ces anciens qui ne se retrouvent plus et il y a ces jeunes qui s'en sortent bien. Qui sont-ils? Quel est leur secret? Nous les avons rencontrés cette semaine. Ces jours de travail pour Hussein et son équipe. Avant le début du mariage pour lequel ils sont à la mairie de Ouagadougou, il faut d'abord bichonner les appareils, outil indispensable pour un travail de qualité. Cet appareil est un Canon 5D Mark IV qui nous donne des images de très très haute résolution, voilà, en photo comme en vidéo. C'est comme tout autre secteur d'activité. C'est la puissance de vos appareils qui vous donne certaines qualités de travail. Hussein fait partie de la nouvelle génération de photographes, celle qui a su profiter du numérique pour redonner de la cote à un métier qu'on pensait ringard avec l'arrivée des smartphones. À une certaine époque, on voyait le photographe comme celui qui a échoué dans un domaine particulier. Mais maintenant, depuis un bout de temps, on voit qu'il y a de l'engouement autour du métier. Ce qui fait la différence avec nous, c'est, je peux dire que nous sommes venus à un moment où on a de la facilité avec le numérique. Voilà. Donc, on peut dire c'est notre moment, c'est notre sasa. Donc, on profite de notre moment. Alors étudiant au département de communication et journalisme de l'université Joseph Kizerbo, il quitte les amphithéâtres et se met définitivement derrière l'objectif en créant son entreprise Vision Associée. Une équipe de 9 personnes, chacun avec un savoir-faire bien précis. Donc c'est ensemble que nous conjuguons nos efforts pour que Vision Associée survive. Moi je rends grâce à Dieu, je vis de mon métier, on arrive à supporter les différentes charges, donc il n'y a pas de problème particulier. Comme Hussein, Jonas est un autre passionné de la photographie. Derrière son appareil, l'homme donne tout pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Le numérique, c'est son dada, l'une des clés de son succès, des appareils performants et la maîtrise des logiciels de traitement d'images. Chacun devrait s'adapter au fur et à mesure à la technologie. La photographie d'avant n'est pas la photographie d'aujourd'hui. Nous ne travaillons plus avec des pellicules, mais avec des cartes mémoire. Et des appareils qui n'ont pas les mêmes capteurs que les appareils de 1980 ou bien de 1950. Et aujourd'hui, c'est comme je le disais tantôt, c'est pas faire les photos aussi que les gens veulent, mais il faut savoir y travailler les photos. Au-delà de cela, Jonas essaie toujours de libérer son génie créateur. Pour chaque sollicitation, une prestation adaptée au goût du client. Donc on ne me regarde pas, on se regarde comme si, voilà, on est un peu perdu dans la nature. Ah, venez, dis que tu recules avec eux. Il y en a qui vont aller faire arrêter un client, un sujet. Bon,
c'est lui qui va savoir ce qu'il va faire pour que lui il fasse juste les photos. Alors que nous, on essaie au fur et à mesure de créer des positions ou bien peut-être de prendre des idées avec d'autres photographes pour pouvoir reproduire. Et c'est ça qui fait aussi également que, voilà, il ne faut pas faire pratiquement du copier-coller. C'est un magicien de l'image. Il sait travailler, il sait exploiter n'importe quel cadre. Que ce soit à la maison, que ce soit en studio, que ce soit au bord de la voie, que ce soit dans un événement, n'importe quel cadre. Après, quand il vous ressort les images, souvent même vous n'en revenez pas, quoi. Ouais, c'est extraordinaire. Exemple, à mon mariage, il y a des photos qu'on a prises à l'hôtel ici, à Ouaga 2000. Et quand on a commencé à publier sur nos statuts, il y a des amis qui nous demandent, mais ça c'est à Ouaga, vous avez pris ça? On dirait en Europe, les arbres, on dirait des sapins. Au cœur de la stratégie de ces photographes 2.0, les réseaux sociaux. Moyen de communication par excellence pour promouvoir leurs activités. C'est par ce canal que les photographes sont contactés par la plupart de leurs clients. Voilà, les réseaux sociaux pour moi représentent beaucoup parce que nous avons eu à faire, toutes nos activités sont publiées, sont diffusées sur les réseaux sociaux et c'est par ce même canal que beaucoup viennent à nous, voilà, pour solliciter nos différents services. Personnellement, je peux dire que plus de 75% de mes clients viennent des réseaux sociaux. C'est le travail bien fait, le client accepte, tu publies et les retours viennent. Voilà, j'ai vu vos publications sur Facebook, sur Instagram, j'ai vu votre statut, est-ce que vous pouvez me faire ça, est-ce que vous pouvez me faire, voilà, ainsi de suite. Donc je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. Et c'est ça d'ailleurs aussi que peut-être nos aînés n'ont pas. La photographie est aussi un métier de réseau. Pour ce mariage par exemple, Hussein a été recommandé à la mariée par sa dame de compagnie, une ancienne cliente qui avait été satisfaite des prestations de Vision Associée. Depuis le mariage, après avoir reçu les photos et les vidéos, tout mariage auquel je participe, je le recommande parce qu'on a été satisfait. Il s'est bien comporté avec moi. Donc, la seule chose que je puisse faire, c'est le recommander. Et je pense que si vous travaillez avec lui, ça va bien se passer. La photographie, un métier has-been il y a peu, mais qui a maintenant le vent en poupe. Des dits de ces photographes, le métier nourrit bien son homme et les coûts de leurs prestations varient en fonction des demandes du client. La technologie évolue très vite et la plus grande exigence dans ce métier, c'est de savoir évoluer avec elle. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse qui réinvente le monde, qui a du génie, qui est assez courageux, qui va au front, qui exploite son environnement, le moment et qui effectivement essaie de faire bouger les lignes autrement et qui ne compte pas sur l'État pour se faire employer. Oui. Ça donne beaucoup d'espoir de voir que les jeunes ont pu se recycler dans une profession qui semblait perdue il y a quelques années et qu'ils tirent profit des avancées technologiques. Avec l'intelligence artificielle, beaucoup de choses commencent à pouvoir se faire. Et c'est peut-être aussi une idée pour cette question très difficile de l'emploi des jeunes, qui pose un gros problème aujourd'hui avec ces chiffres alarmants qu'on a lorsque les concours de la fonction publique sont lancés. C'est de se dire que, quelque part, par spécialité de formation, on peut recycler les jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, dans d'autres professions et que ça peut tout à fait leur apporter de quoi vivre avec de nouvelles entreprises et que comme ça on reste dans le train de l'évolution technologique du monde et ça peut permettre également donc d'amoindrir les chocs sociaux qui viennent donc du fait que les jeunes ne se trouvent pas d'emploi. L'emploi changera de format. Il ne s'agira plus des emplois fixes, des bureaux, qui est une formule très dépassée. Il faut maintenant des formules dynamiques où il y a une production concrète à l'issue de l'activité. Et c'est tant mieux donc pour le futur des jeunes si on peut trouver des nouvelles filières pour les recycler. En tout cas, ce sont des jeunes qui font des recettes, entre 700 et 1 million un week-end par exemple. Ça veut dire qu'à la fin du mois, c'est quelque chose de consistant quand même en termes de revenus et qui crée des emplois. Il parlait tout à l'heure, le jeune Hussein, d'une équipe de 9 personnes. 9 personnes, ça veut dire qu'il fait vivre déjà plusieurs personnes. C'est comme je l'ai dit, il faut une réflexion globale sur tout ça, comment appuyer. Et je pense que les différentes institutions des start-up qui appuient les start-up peuvent travailler là-dessus.
Ça peut donc se faire aussi en connexion avec la question de l'université. Comme on est en train de voir qu'il y a des difficultés même d'inscription, comment est-ce qu'on peut régler ces questions-là? Parce qu'on exige que le profil de la formation qui va être délivrée est tel que les dossiers du candidat bachelier ne sont pas conformes. Pourquoi est-ce ne pas repenser à sa formation en termes donc d'une activité qui peut être rapidement mise en œuvre. Et comme ça, on comble le déficit. Et comme le docteur Rassabloura Sédou Ouedraogo pose la réflexion, est-ce que tout le monde est obligé d'aller à l'université? C'est une grosse interrogation. Déjà que cette université, à mon avis, à partir de ce qu'on a vu ici, on ne peut plus tenir le modèle qu'on a, à savoir une université gérée par l'État, financée par l'État. Il faut déjà ouvrir les réflexions. Il y a quelques années déjà que je le dis. Pourquoi on ne donne pas les étudiants aux institutions privées de formation supérieure, d'enseignement supérieur, qui sont moins chères d'ailleurs que le coût de revient d'un étudiant à l'université. Peut-être à l'université, un étudiant va revenir à 1 700 000 en termes d'infrastructure, en termes d'enseignants, en termes de fonctionnement. Alors qu'on le voit, les grandes universités privées sont autour de 450 000 francs. L'État aussi ne doit pas se désengager de ce secteur. Non, pas désengager. L'État doit veiller au contenu de l'enseignement. C'est ça sa préoccupation. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas me citer une université publique. Il n'y en a pas. Tout est fondation Ford, fondation, etc., etc. Et l'État veille à ce que le contenu de la formation soit celui que lui, il veut donner. Même les enseignants, il y a une manière de traiter. Il peut y avoir des enseignants publics payés par l'État, mais mis à la disposition des institutions pour renforcer la qualité de l'enseignement à ce niveau-là. Peut-être aussi sur les coûts d'inscription dans ces universités publiques. Voilà. Plusieurs réflexions qui peuvent être faites. En tout cas. Merci, Siaka Koulibaly. Avant de clore sur cette info, sachez que Salitas FC s'est qualifié pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant ce soir Bundigi du Gabon par 3-1. Retenez qu'à l'aller, les Gabonais l'avaient remporté par le score de 1-0. Donc, Salitas FC qui se qualifie pour les phases de poule de la Coupe CAF. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne et bonne reprise de travail demain. Bonsoir.